Alors aujourd'hui, ce sera un stream un peu plus court, mais tout de même, certaines nouvelles très importantes que je voulais parler avec vous en ce qui concerne les sciences. Et bien sûr, la première information qui est intéressante est la suivante, c'est que nous avons reçu le 12 mai une photo du trou noir qu'il y aurait dans le centre de notre Voie lactée. Donc, il y a un regroupement dans le centre qu'on appelle Sagittaire A. Et dans le centre de celui-ci est un trou noir. Maintenant, c'est la première fois qu'on a une photo. Et ce qui est intéressant, c'est que, dû à la distance, donc la distance que j'ai pu trouver, c'est à peu près 27 000... à peu près 27 000 années-lumière. Donc, n'oubliez pas qu'une année-lumière est à peu près 9,7. Alors, année-lumière, et ça, c'est 9,7 km. Donc, chacune de ces années-lumière est une distance qui est immense. Maintenant, ça fait plusieurs années qu'on mentionne que dans le centre de dans notre Voie lactée, il devait y avoir un trou noir qui est un peu comme ce centre de gravité qui garde notre Voie lactée ensemble. Mais c'est la première fois que l'on peut le voir. Maintenant, la question c'est facile à dire qu'on peut trouver la photo d'un trou noir. Maintenant, l'idée c'est que le centre de la Voie lactée a beaucoup d'étoiles, donc c'est très brillant. Donc la question c'est comment est-ce qu'ils ont pu trouver cette photo. Maintenant, ici, il y a certaines choses à considérer. Premièrement, on utilise des technologies autres que la lumière. Donc, voyons voir. Donc, nous avons nos yeux. Nous avons nos yeux qui sont des appareils biologiques qui nous permettent de voir la lumière visible. Et la lumière visible, qu'est-ce que c'est? Ce sont des ondes électromagnétiques. Donc, ça veut dire que nous avons des ondes électromagnétiques, des ondes comme ceci, et il y a des ondes plus courtes, il y a des ondes plus grandes, mais nos yeux sont spécialisés pour la lumière visible. Donc, lumière visible comme ceci. Donc, si on reprend un télescope et on regarde une étoile ou on regarde une planète, on a la lumière du Soleil qui est réfléchie sur cet objet céleste et revient vers nous. Si on regarde des étoiles lointaines ou des constellations, c'est de la lumière visible qui vient vers nous. Par contre, si on considère que la lumière visible est une petite partie de toutes ces ondes qui existent, est-ce qu'on peut découvrir certaines choses autres qu'avec nos yeux? Et ça, c'est intéressant. Je vais donner un exemple des ondes. Beaucoup de personnes ont un téléphone intelligent. Donc, ce téléphone sans fil, comment est-ce qu'il fonctionne? On a notre téléphone qui est un émetteur d'ondes qui envoie l'information dans le réseau. Ces informations, c'est notre voix, bien sûr, nos vidéos si on fait un live stream. Si, avec notre appareil, on va sur Internet ou on reçoit un appel, à ce moment-là, on reçoit du son, on reçoit des images. Maintenant, ce sont des ondes qui sont interprétées par le récepteur qui est notre téléphone intelligent et il l'interprète pour nous donner des informations que nous pouvons reconnaître. Des images avec la lumière visible, le son avec le son de la voix, musique ou autre. Alors ici, d'où vient cette photo de ce trou noir? Donc, voyons voir. Donc, c'est un projet qui s'appelle Event Horizon Telescope. C'est un projet qui est intéressant. On en a parlé depuis quelques années, mais aujourd'hui, j'en parle surtout pour cette photo. Et cette photo a été publiée, je pense, le 12 mai. Donc, ça fait 2 jours. Ça ne fait pas beaucoup de temps. Donc, allons faire un tour ici sur ce site. Je veux juste voir, on va regarder la science surtout.
Ah, voyons voir. Est-ce que c'est ça ici? Voilà. Donc, chose intéressante, si on regarde un télescope a une certaine dimension. Donc, si on regarde, par exemple, nous avons quelqu'un qui est allé, je peux regarder, mettre ça un petit peu plus grand pour mettre le dessin. Donc, on peut avoir un télescope comme celui-ci, un télescope à réfraction. Quelqu'un va regarder les étoiles. Comme ceci. Nous avons aussi ce qu'on appelle un télescope à réflexion. Et ce qui est intéressant ici, c'est que les miroirs peuvent être beaucoup plus grands que des lentilles. Nous avons aussi parlé de ce télescope James Webb qu'on a envoyé dans l'espace dans le mois de décembre 2021 et qui est en train de calibrer pour nous donner ses premières photos à l'été. Nous avons ici une grande surface. Voyons voir si j'ai... voyons voir, j'ai toujours une photo ici. Voilà, notre télescope qui est le télescope de James Webb. Ici, le même principe, mais on se retrouve avec des diamètres de plus en plus grands. Le télescope James Webb nous donnera des photos avec la lumière visible, mais il va aussi faire la collecte de d'autres ondes pour nous aider. Ça veut dire que plus nous avons une ouverture ou un récepteur, plus il est grand, mieux ça nous permet d'avoir des informations. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est le suivant. Je me rappelle lorsque j'allais à l'école, il y a 20 à 30 ans, on parlait de ceci qui était, on l'appelle le Very Large Array. Donc ici, qu'est-ce que c'est? C'est une forme comme un triangle et on a 3 axes. Et la façon que ceci est intéressant, et ça faisait partie des plus grandes de la technologie du temps. Ici, ce sont ce qu'on appelle des radiotélescopes. Alors, les radiotélescopes, c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir une forme qui nous permet d'avoir un récepteur de plus en plus grand. Et la raison, c'est la suivante. Si nous avons des ondes électromagnétiques, et mes dessins commencent à aller un par-dessus l'autre, voyons voir. Prenons un crayon qui fonctionne ce matin. Voilà. Si nous avons les ondes électromagnétiques comme ceci, nous avons une petite intervalle qui sont ces ondes de la lumière visible. Les ondes plus courtes, c'est par exemple des rayons X, des rayons ultraviolets. Mais il y a des ondes qui sont beaucoup plus grandes. Ça veut dire qu'ici, on a les ondes radio, par exemple, et il y a des ondes qui sont beaucoup plus grandes. Si nous avons un petit télescope qui peut recevoir cette quantité de lumière, comparé à un télescope qui peut recevoir beaucoup plus de lumière, ça nous permet d'avoir plus d'informations sur ce qu'il y a comme lumière visible. Et lorsqu'on parle d'ondes radio, on peut avoir, par exemple, notre Very Large Array qui est comme ceci, qui est quelques centaines de mètres. On peut aussi, bien sûr, utiliser, je vais vous montrer un projet de la Chine qui m'a toujours impressionné. Voyons voir si je peux le montrer, c'est intéressant. Alors, radio, télescope à
FAST. Voilà. Je vais montrer quelques images. Fantastique. Voilà. Voir. J'ai besoin de montrer ça comme ça. Donc ici, qu'est-ce que c'est? C'est un télescope qui s'appelle FAST. C'est un acronyme F-A-S-T. Mais ce qui est fantastique avec celui-ci, on peut voir, c'est une soucoupe, c'est une antenne parabolique qui nous permet de recevoir des ondes électromagnétiques. Donc tout à l'heure, on mentionne un radiotélescope, mais plus on peut avoir un diamètre qui est grand, plus on peut recevoir des longueurs d'onde de plus en plus longues, mais aussi avoir des détails de ce qui se passe très, très, très loin. Voilà, c'est un peu comme notre oreille. Notre oreille est un peu comme une antenne parabolique qui nous permet de pouvoir entendre des choses. Imaginez si nos oreilles étaient plus grandes, et plus grandes et plus grandes, on pourrait entendre de plus en plus de sons. Ce projet est toujours fantastique pour moi parce que c'est une antenne parabolique de 500 mètres. Technologie fantastique. Et je mentionne souvent que lorsqu'on est scientifique, le fait de pouvoir parler plusieurs langues, alors ici, pouvoir parler soit le français, l'anglais, le mandarin, permet de pouvoir s'associer avec des scientifiques de différents pays. Ça, c'est un de ces projets fantastiques. Je me rappelle, lorsque ce projet a commencé, les seules informations qu'on pouvait avoir, c'était de la télévision chinoise. On pouvait voir les images. Et je me rappelle, il y avait des élèves dans ma classe qui parlaient mandarin et me disaient un peu quelles étaient les informations. Maintenant, avec le temps, c'est un projet qui est reconnu, qui est fantastique. Maintenant, pourquoi est-ce que ceci fait partie du sujet ici? C'est qu'on parle d'ondes radio, d'ondes qui est de l'énergie qui vient vers nous. On ne peut pas les voir, mais les ordinateurs peuvent interpréter cette information. Donc, voyons voir. Où est-ce qu'on était? Voilà. Donc, ce qui est fantastique avec le projet de Event Horizon Telescope, c'est que, au lieu d'utiliser une antenne parabolique de 500 mètres, ou ici, des petits radiotélescopes et les mettre dans une organisation spécifique qui nous permet d'avoir des longueurs d'onde de plus en plus longues, c'est avec l'accès de l'Internet. On utilise notre planète comme étant le récepteur. Donc, imaginez, si nous avons notre planète, et qu'on peut réussir à mettre quelques radiotélescopes, le diamètre de la Terre est à peu près 12 000 km. Donc, ça veut dire que ça nous permet d'agrandir encore plus cette opportunité de recevoir des informations. Donc, c'est ce qui est arrivé ici. On a des scientifiques à travers le monde, on dit que c'est à peu près une vingtaine de pays qui ont mis à la disposition des scientifiques leur infrastructure pour faire la collecte de données. Et ça, c'est fantastique. Donc, on se retrouve avec un plan de réception qui est immense. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à prendre le temps de recevoir ces longueurs d'onde afin de pouvoir avoir plus de détails sur ce trou noir. Donc ça, c'est la grande nouvelle de cette semaine. Voilà, cette photo du trou noir à l'intérieur de notre Voie lactée. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le premier sujet que je voulais mentionner aujourd'hui. Le deuxième sujet se rapporte un peu à ce qu'on a fait la semaine passée. Donc, merci de votre patience. La semaine passée, j'ai fait un petit live à 5 minutes peut-être
Je voulais que ce soit une vidéo seulement, mais tout de même, ça permettait de vous montrer des choses. Donc, sur le côté ici, c'est des photos de ce que j'ai pris comme information sur un petit ruisseau près de la ville où je vis. Ça, c'était le 4 mars. Ici, au côté, j'ai c'est 4, alors c'était le 12, excusez, ça ici, c'était le 4 mai, et ça ici, c'était le 12 mai. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, c'était 8 jours plus tard. Et on peut voir qu'après 8 jours, nous avons des températures superbes, aucun nuage, aucune précipitation. Ça veut dire que le volume d'eau qui était ici a fini par s'écouler. Donc, on peut voir, ça ici, c'est le 4 mai et ça ici, c'est le 12 mai. On peut voir, le changement d'eau est à peu près 40 cm. C'est un petit ruisseau, mais n'oubliez pas que lorsqu'on vit dans une ville où il y a beaucoup de pavés et des maisons, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'eau doit aller à quelque part pour se drainer. Donc, ça, c'était le petit coude du ruisseau ici. Ça, c'était, je vais montrer le petit vidéo, c'était un endroit où les humains avaient mis des roches pour éviter l'érosion. Et on peut voir ici le niveau. Alors, on a l'arbre qui est ici, qui est sous l'eau, et nous avons l'arbre qui est ici. Grande différence. Pensez à la quantité d'eau qui s'écoulait ici. Et ça, c'était le deuxième où nous avons, ça ressemblait à un étang, mais c'est que l'eau n'avait pas d'endroit où aller. Et ça ici, alors ça c'est le 4 mai et ça c'est le 12 mai. Et ça soulève quelques points intéressants. Parce qu'au Canada, présentement, au Manitoba, il y a aussi, si je me rappelle bien, en Saskatchewan, il y a et même, voyons voir, je pense qu'ils en ont parlé aussi dans les territoires du Nord-Ouest, où il y a de très grandes pluies et il y a de très, très grandes inondations. Et la raison, c'est que on a montré ici, si on regarde, voyons voir, si on regarde ici, le ruisseau n'est pas très, très large. Il y avait peut-être 3 mètres, qui permet de pouvoir d'inonder cette partie ici. Pas très, alors, il y avait peut-être entre quelques endroits, il y avait quelques centimètres, quelques endroits 20 centimètres. Éventuellement, l'eau va couler. Par contre, si on est des personnes qui vivent dans ces zones inondables, ces zones où le printemps, l'eau peut s'accumuler, ça peut affecter énormément les personnes. Donc ici, au Manitoba, ça les affecte beaucoup, territoire du Nord-Ouest, mais aussi lorsqu'il y a ces grands typhons en Asie, il y a des inondations un peu partout. Et là aussi, voyons voir, aux États-Unis avec leurs ouragans, bien sûr. Donc l'eau, elle peut tomber. Et l'idée, c'est que les humains décident où ils veulent vivre, mais souvent, les forces de la nature peuvent affecter où est-ce que nous vivons. Alors, le deuxième point à considérer, c'est lorsqu'on parle de ces réchauffements climatiques. Lorsqu'on parle des réchauffements climatiques, il y a la fonte des calottes glaciaires, il y a aussi le fait que les océans deviennent un endroit où l'eau de ces calottes glaciaires vont aller à l'intérieur, donc vont augmenter le volume. Mais puisque les océans réchauffent un petit peu, il y a ce gonflement de l'eau, il y a une expansion thermique de l'eau. Et donc, si on pense à certaines villes, certains endroits où les humains vont vivre, c'est le long de la côte des océans, que ce soit en Asie, que ce soit dans les Philippines, que ce soit dans la côte est ou ouest des États-Unis. Qu'est-ce qui arrive? C'est que si on a une augmentation d'eau, pas nécessairement très haute, mais puisqu'il y a beaucoup d'humains qui vivent sur ces parties plutôt plates, près des océans, on se retrouve avec des inondations et ça affecte les infrastructures, les villes. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de changement climatique, on veut s'assurer qu'on va être là pour minimiser l'effet de la nature et des inondations. Donc ça, c'était le deuxième point. C'est intéressant de voir les différences et j'étais curieux, donc j'ai pris les photos pour vous. Et pour le troisième sujet aujourd'hui, ça c'est notre dernier sujet,
Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section commentaires à la fin du stream, ça sera fantastique. Alors, ça ici, c'est une plante avec une fleur qui s'appelle le treille, excusez. Le treille est une fleur qui va être présente dans l'environnement le printemps. Donc, si on regarde ici, on peut voir la nature se réveille, les arbres ici commencent à avoir des feuilles qui vont s'ouvrir. Donc, le treille est présent seulement le printemps. Et puis, on peut voir, c'est une superbe petite fleur. Quelquefois, il peut y en avoir des rosés. Quelquefois, j'en ai vu des rouges et je doute que c'est probablement l'acidité ou la chimie des sols qui affecte leur couleur. De toute façon, c'est important, j'adore cette fleur. Cette fleur est la fleur de l'Ontario, qui est la province où je vis. Et je me suis dit que vous aimeriez pouvoir la voir. Et donc, lorsqu'on veut se sentir bien, il faut être actif. Et donc, une des choses que je fais, je vais prendre des marches ici pour apprécier la nature. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vais mettre un lien ici à une vidéo que vous pouvez aller voir. On a un stream un peu plus long, un peu plus court aujourd'hui, mais plus long que la semaine passée. Donc, emmenez vos questions. Je fais toujours un peu de recherche sur les questions que vous avez, de façon à ce qu'on puisse bâtir notre émission. Alors sur ce, passez un excellent week-end et on se voit aux prochaines vidéos.